Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel qui vient d'ouvrir ses portes et nous avons posé nos caméras pour 3 jours d'échanges, de débats avec des experts, des entreprises, des architectes, des associations du patrimoine culturel. Cette 5e édition du Forum est organisée par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France. Depuis 2024, l'irrigation gravitaire est reconnue au titre de patrimoine immatériel en France. Cette technique d'irrigation traditionnelle a fait l'objet d'un important travail d'inventaire qui a permis d'aboutir à cette reconnaissance. C'est seulement un premier objectif atteint, car la seconde étape vise l'obtention et vise à rejoindre le label UNESCO qui existe déjà. Pour en discuter sur le plateau, je reçois 3 invités. Tout d'abord, Francesca Cominelli. Bonjour. Bonjour Francesca. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en économie du patrimoine culturel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bienvenue. À vos côtés, Aurélie Condevaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en anthropologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et enfin, au milieu de vous, Monsieur Thierry Ruff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Pour commencer cette discussion, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter cette technique, l'irrigation gravitaire? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'irrigation gravitaire, ça existe depuis 2000 ans, peut-être même plus en France, et dans d'autres pays c'est plus ancien encore. Ça consiste en fait à mobiliser finalement une société avec des hommes et des femmes qui vont venir et bâtir en fait un projet de dérivation des eaux naturelles, des eaux de source, des eaux de rivières, de torrents. C'est particulièrement développé en montagne, mais pas qu'en montagne. On retrouve ça aussi le long des axes fluviaux et dans les deltas. Et ces techniques, elles sont majeures à la fois en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier. 90% de l'irrigation gravitaire qui sert à la sécurité alimentaire dans le monde est faite avec des réseaux de canaux qui font déplacer les masses d'eau par la simple gravité, mais avec une organisation technique et sociale très élaborée autour de cela. C'est donc une technique assez ancienne. Est-ce qu'on la connaissait bien en France, cette technique ? On la connaît relativement bien, effectivement, par le travail des historiens. C'est assez ancien, donc la plupart des textes attestent une pratique à partir du Moyen-Âge, voire parfois de l'Antiquité. Mais voilà, on a peu de travaux archéologiques, notamment sur le sujet. Et on la connaît ou on la valorise peut-être peu aujourd'hui. Elle tend à être menacée par différents risques qui pèsent sur elle, à la fois les changements des sociétés rurales, le changement climatique, et puis voilà une certaine pression aussi à transformer ces méthodes d'irrigation. Donc ce patrimoine, aujourd'hui, il est reconnu au titre de patrimoine immatériel en France. Mais donc le projet que vous portez, c'est de rejoindre une labellisation UNESCO qui, elle, existe déjà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc en fait, l'année dernière, en décembre 2023, la pratique de l'irrigation gravitaire a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Et cette candidature a été portée par 7 pays européens, dont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, entre autres. Et la France ne faisait pas partie, en fait, de cette inscription. Du coup, un peu avant, certaines communautés françaises ont pris contact avec moi-même et avec Aurélie Condevaux pour nous faire part du fait qu'ils souhaitaient participer à cette candidature, mais que voilà, ils n'étaient pas inclus. On a contacté le ministère de la Culture pour savoir pour quelles raisons ces communautés n'avaient pas pu participer à cette démarche. Et finalement, le problème en France, c'était que oui, il y avait déjà des inscriptions qui avaient été faites au niveau de l'inventaire national. Donc le Briançonnais, l'Ardèche étaient déjà inscrites à l'inventaire national, mais en même temps, il n'y avait pas une fiche nationale qui couvrait en fait toutes les communautés, toute la pratique en fait à l'échelle du pays. Et c'est pour ça que le ministère nous a demandé d'accompagner cette démarche d'écriture d'abord d'une fiche pour l'inventaire national et par la suite d'extension du dossier de candidature qui avait déjà été porté par ces 7 pays européens.
Et alors, comment est-ce que ça va se mettre en place? Comment est-ce que vous allez travailler pour rejoindre ce label? Alors déjà, on peut expliquer un peu ce qu'on a fait jusque-là. Donc à partir de fin 2022, début 2023, on a commencé à rassembler, à identifier les personnes que ça pouvait concerner en France, dans une quinzaine de départements qui sont essentiellement des départements méditerranéens. Et on a fait des réunions principalement en visio du fait de la dispersion de ces personnes-là pour coécrire cette fiche d'inventaire. Et ça permet de créer aussi une dynamique de travail collaborative et ça doit mener potentiellement à la création d'une association qui sera pour la sauvegarde de cette irrigation gravitaire. Et à partir de là, donc la suite de la démarche sera et ce qu'on a déjà commencé aussi, de trouver d'autres partenaires dans d'autres pays européens qui ne sont pas non plus inscrits sur la liste représentative, donc notamment le Portugal, l'Espagne, la Grèce, peut-être aussi d'autres, la Norvège, Andorre. Et travailler avec eux à ce qu'on appelle un dossier de demande d'extension pour que l'inscription des gens en cours soit étendue à ces pays dont la France fait partie. Et en France, ça représente combien de personnes? Vous avez rassemblé déjà dans l'association et le réseau pas mal de personnalités. Alors on a plus de 300 personnes qui sont activement impliquées. Dans les faits, ça pourrait encore être bien supérieur puisque, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Thierry Ruff, la pratique est organisée autour de collectifs, formalisés souvent dans ce qu'on appelle des associations syndicales de propriétaires, qui rassemblent en France des centaines et des milliers de personnes, notamment donc, dans ces départements du sud de la France et départements plutôt de montagne. Vous avez choisi le label UNESCO est aussi écrit comme ça, je pense, de protéger plutôt la technique plutôt que les aménagements. Pourquoi? En fait, on fait référence à la Convention UNESCO de 2003, qui est la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et donc, dans cette convention, on met l'accent sur les pratiques, les expressions culturelles, les savoir-faire. Donc, c'est pour ça qu'on est rentré un peu par cette voie dans cette histoire. Mais au final, même dans la Convention UNESCO, il est bien précisé qu'on ne peut pas sauvegarder ce patrimoine immatériel sans aussi les éléments matériels. Donc, dans ce cas spécifique, les canaux, les matériaux qui sont nécessaires pour leur construction, les ouvrages, les infrastructures. Donc, finalement, le patrimoine immatériel est aussi une porte d'entrée. Mais bien évidemment, tout ce qui est le patrimoine matériel aussi associé à cette pratique est extrêmement important. Oui, il y a un caractère monumental à ces canaux quand on les compare, quand on les ajoute dans les bassins versants. Ce n'est pas un canal isolé, ce sont des dizaines et des dizaines de canaux qui créent un espace particulier, une écologie humaine particulière, avec des milieux humides, avec des milieux agricoles, avec des milieux naturels. Et on s'aperçoit que ces canaux qu'on étudie dans les Pyrénées-Orientales, dans les Alpes ou ailleurs, ce sont des canaux anciens mais qui vivent toujours du fait de l'activisme et de l'idée de coopération et l'idée aussi de justice sociale, parce que c'est les institutions qui sont derrière la gestion de ces canaux ne laissent personne à côté. Ce n'est pas un accaparement de l'eau par une minorité de gros agriculteurs, mais plutôt une société qui s'investit dans la discussion, dans le débat, dans la création de règles locales. Et tout ça, c'est remarquable. Et il y a aussi un aspect patrimonial monumental, social, institutionnel, mais aussi il y a quelque chose qui est très important, c'est que tous ces réseaux anciens qui vivent toujours ont généré des archives. Et donc on a la même problématique que par exemple sur le classement des bâtiments par le ministère de la Culture. En fait, il y a aussi un classement qui peut s'appuyer sur une documentation très poussée, très conservée en fait dans les archives départementales, mais aussi dans les archives des associations syndicales. Et donc on voit que cette gestion, elle est riche, elle n'est pas toujours, c'est pas toujours un fleuve tranquille, il y a des conflits, mais la formule de la gestion collective et la formule des associations permet de finalement avoir des systèmes qui ont duré des siècles, qui se sont réformés, qui ont connu aussi des crises climatiques ou des crises politiques, des crises économiques, mais finalement qui ont toujours eu une résilience très importante. Ça a une résonance particulière quand vous parlez d'accaparement de l'eau
on en entend pas mal parler en ce moment dans l'actualité. Est-ce que justement peut-être ce patrimoine immatériel, il pourrait nous aider à imaginer l'agriculture de demain ? Alors le gros intérêt des irrigations gravitaires, c'est qu'elles contribuent non seulement à donner de l'eau à de l'agriculture, bien sûr, mais il y a aussi l'entretien des nappes phréatiques, il y a la continuité hydraulique dans les bassins versants. Et ça, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps et qui s'oppose un peu à l'idée d'une irrigation moderne avec des installations sous pression, goutte à goutte, qui permet d'apporter de l'eau seulement à certains acteurs et pas à la généralité de l'espace concerné. Et du coup, effectivement, l'irrigation gravitaire, c'est vraiment un modèle antinomique des modèles d'ingénierie de l'eau, d'ingénierie des aménagements, qui ne tient pas compte de l'histoire et de la géographie et des pratiques sociales autour de l'eau. On peut peut-être aussi ajouter qu'on ne va pas dans le sens de l'encouragement à cette irrigation actuellement. Hein. On est plutôt dans des logiques d'encourager justement la mise sous pression qui entraîne des changements aussi de modèle d'agriculture. Mais dans certains territoires, des personnes évoquent une volonté de jeunes agriculteurs de revenir, effectivement, de revaloriser ces formes d'irrigation aussi. Oui, donc ça pourrait vraiment les aider d'avoir une reconnaissance au titre de l'UNESCO pour développer ces pratiques-là. Oui, on peut donner quelques chiffres. Par exemple, dans la vallée de la Tête, dans les Pyrénées-Orientales, il y a 400 canaux et associations syndicales qui cogèrent, en fait, à la fois pour leur territoire, pour leur périmètre syndical, mais aussi pour l'ensemble du bassin versant et du bassin déversant aussi. Cette notion qu'on a introduite dans la recherche pour dire que l'eau circulait, les masses d'eau quittaient les bassins versants pour aller vers d'autres lieux où, dans l'histoire, la société s'est mobilisée pour la gérer au mieux de la population. Vous avez parlé d'une quinzaine de départements en France qui étaient concernés par cette technique. Est-ce que, et je suis désolée pour je ne connais pas très bien cette technique, est-ce que ça pourrait être une technique qu'on peut installer partout, ou est-ce qu'il faut des particularités géographiques Alors, donc comme l'expression le dit, irrigation gravitaire, il faut de la gravité, donc on dérive l'eau grâce à la gravité, et il faut une pente pour amener l'eau jusqu'aux parcelles depuis le point de prise d'eau. Mais parmi les pays européens qui ont inscrit la pratique, il y en a certains qui sont des pays de plaine, plutôt le Luxembourg, la Belgique par exemple. Donc finalement, cette pente, elle est minime. Après, de là à créer de nouveaux canaux, on voit que ce sont des réseaux de plusieurs centaines de kilomètres de canaux creusés dans la terre qui sont là depuis des centaines d'années, qui ont demandé une capacité, une force de travail assez importante, qu'on n'a peut-être pas dans les sociétés rurales actuelles, mais par des travaux importants, notamment dans les années 60-70, parfois menés par l'EDF, il y a eu de la consolidation ou du renforcement de ces canaux dans certaines régions. Donc s'il y a de la volonté, il y a de la possibilité, certainement. Comment est-ce que vous avez été amené à travailler sur ce sujet ? Alors, Francesca l'a évoqué un petit peu tout à l'heure dans le début de la démarche. C'était à la fois le fait de réaliser que la France n'était pas dans cette démarche qui nous a un peu interpellés, parce qu'on connaissait la pratique de par soit nos origines familiales, soit des implications aussi pédagogiques avec des étudiants qui avaient travaillé sur la pratique en Ardèche. Et puis, on a été aussi un peu sollicités par des acteurs associatifs qui se posaient la même question. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Oui, et de mon côté, en 2014, j'avais commencé un projet d'inventaire des pratiques liées aux ressources naturelles. Donc, avec le ministère de la Culture, c'était toujours un projet d'inventaire. Et du coup, je m'étais focalisée avec une association qui s'appelle Épinoy sur la région du Briançonnais. Et on avait travaillé sur la production de la laine, la collecte des herbes médicales et entre autres aussi sur l'irrigation et les canaux. Et du coup, c'était un peu par ce biais que j'étais arrivée à connaître cette pratique, à tisser des liens avec des personnes en fait qui sont impliquées dans l'irrigation gravitaire dans le Briançonnais. Et lors de ce projet, on avait à la fois rédigé une fiche d'inventaire qui fait partie de l'inventaire national et aussi un cours documentaire pour illustrer la pratique. Donc
c'est grâce à ces relations qui avaient déjà été tissées en 2014-2015 que quand en 2022-2023 cette question de l'inscription à l'UNESCO est émergée, ces communautés nous ont recontactés pour avoir un peu des conseils sur comment est-ce qu'elles pouvaient procéder. À l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, on a de longues relations scientifiques avec les pays du Sud, notamment l'Égypte, le Maroc, l'Équateur et bien d'autres pays, où cette irrigation gravitaire reste aussi active, sinon encore plus développée qu'en France. Et du coup, le travail avec les comités scientifiques du Sud nous a amené à les amener en France ou en Europe à étudier nos systèmes en même temps, à les former et ensuite avoir un regard croisé qui est remarquable, avec donc des participations à différents réseaux scientifiques sur tout l'intérêt que ces canaux ont. Je signale que ces canaux gravitaires ont un énorme intérêt en période d'abondance d'eau, de crues majeures. C'est qu'ils écrètent aussi, ils participent à l'écrêtement des crues. Et donc l'abandon de ces canaux est en fait une régression. J'ai découvert que effectivement dans les jardins des châteaux classés, on a exactement les mêmes problèmes avec des villes qui ont finalement grandi en oubliant les canaux gravitaires ou les conduites gravitaires, et ce qui aboutit aujourd'hui à des inondations parce qu'on ne connaît plus le réseau. Donc il faut réinvestir dans la connaissance des réseaux et des gestionnaires de ces réseaux et les reconnaître en tant que partenaires importants de l'évolution du climat et de l'atténuation et de l'acceptation de la modernisation par rapport au changement climatique. Tout à fait, c'est très intéressant, effectivement, ça donne des perspectives sur ce qu'on vit en fait tous les jours aussi, on entend dans l'actualité. Peut-être pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire quel est un peu le planning justement de la suite, donc à quel horizon est-ce qu'on peut espérer rejoindre alors, ce qu'on espère déjà, c'est pouvoir constituer cette association assez rapidement, là, dans le prochain mois, on va dire, ou les 2 prochains mois, donc pour la France, et donc continuer les échanges que l'on a commencé à avoir avec des personnes qui travaillent sur ces sujets en Espagne, au Portugal, en Grèce, et monter avec eux ce dossier d'extension en 2025 pour une soumission, on l'espère, en mars 2026. Très bien, je vous remercie tous les 3 pour cet échange très intéressant. Si vous souhaitez revoir cette émission ou découvrir nos autres sujets, vous pouvez nous suivre sur Internet, sur notre plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. Merci et à bientôt.